En fait, je m'en fiche parce que moi, je sais que les clients, si j'en veux, genre des demandes de devis, je peux en avoir autant que je veux. T'as une anecdote qui me vient à l'esprit là, c'est la femme qui voulait t'acheter une maison. Vraiment, elle était prête à m'acheter une maison. Elle m'avait dit jusqu'à 150 000, 200 000. En vrai, moi, je peux acheter une maison. Après, je vous la loue. Des chantiers ponctuels vraiment classiques de jardin, c'est jusqu'à 3 000. Et ouais, 15 000 euros, c'était le plus gros. Là, c'est vraiment le plus gros que j'ai fait. Je me rappelle quand j'ai remis tout ça au propre, ils étaient limite, ils avaient les larmes aux yeux. Même le soir, ils m'ont envoyé une photo avec, ils ont fait l'apéro sur la terrasse, c'était trop content. T'es genre, t'es satisfaite. T'apprends beaucoup plus vite en faisant vraiment de la taille de haie qu'en faisant un diplôme. Un BTS, on va pas t'apprendre à tailler une haie droite. Toi, j'ai un sous-traitant maintenant qui fait mes chantiers. Je vois, il sort d'un BTS. Il a tout à apprendre encore. Ok, il connaît les noms latins des plantes, mais c'est tout quoi. Genre, pas forcément utile. C'est comme toutes les études. Souvent, on dit ah bah là où j'ai plus appris, c'est dans les stages. En vrai, c'est pas forcément la pratique. C'est pour le réseau, machin. Bref. Si tu veux te mettre à ton compte, mais lance-toi quoi. Genre, tu vas beaucoup plus apprendre en 2 mois qu'en faisant 1 an de diplôme. Si ils ont pas envie de passer à l'action, en vrai, ils se confortent dans leur boulot de salarié. Présente quoi? Bah, qui on est? C'est notre premier podcast. Non, on va pas commencer comme ça. Non, là. si on commencera comme ça, je suis sûr on va pas cut. Ah ouais, ça c'est moi qui fais le montage. Il est tout gêné, le Loris. C'est moi qui fais le Alors montage. on est plus sur un petit réel Instagram. Non, présente-nous. Non, mais ça, je fais des vidéos YouTube. Ouais, c'est vrai. Bon, je te laisse nous présenter. Qui on est? Oui. Parce que t'as pas envie de te présenter toi? Si, bah je peux me présenter. Enchanté l'audience, je m'appelle Samy, je suis le cofondateur de l'Épif et je suis avec Loris Leloup, que vous connaissez sûrement déjà. Loris, hein. Ouais, Loris, le fondateur de l'Épif. L'Épif, ouais. Voilà. L'Épif, qu'est-ce que c'est? C'est la première école des paysaggistes indépendants de France. Exactement. D'ailleurs, le cadre est en adéquation avec tout ça, avec le sujet du podcast, absolument tout ce qu'on fait au quotidien dans le domaine du paysage. Pour expliquer rapidement ce qu'on va faire sur le podcast, l'objectif c'est un petit peu de mettre la lumière sur le métier, etc. Moi, c'est notre premier podcast, on va parler de ton histoire, histoire que les personnes puissent mieux te connaître. Et ensuite, bien évidemment, accrochez-vous parce qu'on va essayer d'apporter un maximum de valeur sur le métier. C'est aussi l'idée, on va pas raconter que blablabla, raconter nos vies. Ok ? Donc Loris, t'es prêt ? Tu es prêt? Ok, on commence à partir de où dans ta vie ? On reprend à partir du début du lycée. Après, on va faire au début, genre à partir de 18 ans, mais rapidement. Ouais, voilà, 18 ans, on fait rapidement. Ok, parce que t'as arrêté quand même l'école à 18 ans, après le bac. Ouais, c'est ça. Ok, déjà, t'as fait un bac quoi, toi ? T'as fait un bac S ? Ok, bac S. oula. Bac S et après t'as arrêté après ce bac. Ouais. Pourquoi ? Déjà, pourquoi t'as arrêté ? Non, bah après ce bac, j'ai fait un DUT GMP, j'ai fait un semestre et j'ai arrêté. Ça me plaisait Pourquoi t'as pas. arrêté ? Ok. Je commençais déjà à faire du e-commerce, je faisais un peu de sous. Après, j'ai grugé un petit peu avec les parents, je leur ai dit. Donc, direct ouais. entrepreneuriat après tes 18 ans. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Bah, parce que ça me plaisait pas les études, et en vrai, je pouvais faire de l'argent en ligne, donc pourquoi continuer quoi. Ok. Puis ça me plaisait, genre je découvrais ça, genre je disais, tu peux faire de l'argent en ligne. Donc Ok. j'ai commencé à. Ça, je rapportais des sous, la première fois, déjà, la première vente, incroyable. Et après, ouais, du coup, ça sert à rien que je continue un truc dans des études qui me plaisent pas, alors qu'à côté, je peux potentiellement faire de l'argent et faire quelque chose qui me plaît. Donc j'ai fait ça. Après, j'ai fait un peu tous les business en ligne, en vrai, on va faire rapide, mais de mes 8 ans et demi, on va dire, jusqu'à 21 ans, j'ai un peu tout fait. Bah, un peu tout fait. Je fais du commerce. Après, je me suis spécialisé vraiment sur le SEO, c'est le référencement en ligne pour les sites internet. Donc là, j'avais même une chaîne YouTube là-dessus où j'accompagnais des sites e-commerce, à les accompagner à se référencer au niveau local. À se positionner sur Google, ouais, sur les mots-clés. Donc ça, c'est l'activité qui a duré le plus longtemps. Je pense que tu peux expliquer un petit peu pour l'audience vraiment qu'est-ce que c'est le SEO. Le SEO, en gros, c'est le référencement naturel d'un site. Quand par exemple, si tu vends des tables comme celle-là, tu es un site e-commerce, tu as envie de te positionner sur Google quand quelqu'un il veut acheter cette table, il va marquer quoi ? Table en bois massif ou quelque chose comme ça. Il marque ça sur Google et après tu as un classement de tous les sites. Le but, c'est d'optimiser ton site pour arriver premier. Quoi. Parce que si tu es premier, tu as plus de clics et tu as plus de visiteurs, donc potentiellement plus de chiffre d'affaires. Et donc j'accompagnais les sites à optimiser leur site, à leur apprendre à optimiser eux-mêmes leur site. Genre, je n'étais pas un prestataire de service en mode c'est moi qui le fais, c'est je t'apprends à le faire pour l'optimiser. Quoi. Trop bien, t'as fait ça combien de temps ? 2 ans quoi, avec la chaîne YouTube, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as switché sur le monde du paysage du coup ? Voilà, le switch, il s'est fait en. Ouais, ça commence à me saouler en vrai. Toujours, parce que là, toujours sur le même sujet. Puis j'ai fait ça par opportunité, quoi. Genre, j'ai vu qu'il y avait un intérêt par ça. Moi, j'avais des compétences. Pour le SEO. Le SEO, ça arrivait au fur et à mesure. Mais ça me plaisait pas trop. Je faisais des vidéos YouTube pour répondre à des questions, pour répondre vraiment à des recherches, à des intentions de personnes. Mais ça me plaisait pas trop. En plus, t'étais toute la journée derrière l'ordinateur. Genre, ça me saoulait d'être tout le temps derrière l'ordi. T'as du mal à te motiver. Tu peux te distraire par plein de trucs. T'as YouTube, t'as les réseaux sociaux, tout ça. Genre, c'est difficile quand en plus t'es à ton compte. Tu travailles depuis ta chambre, depuis ton bureau, te motiver, c'était galère. Et c'était du coup mon ex-beau-frère, qui lui, à l'époque, était paysagiste. Et à un moment, je sais plus, il me parlait, genre il était débordé par le boulot, il voulait prendre des vacances. Je lui dis, ouais, si tu veux, moi je viens t'aider. Moi, depuis tout petit, j'aide mes parents, j'aide mes grands-parents à entretenir le jardin. Genre, si tu veux, je viens t'aider même gratuitement. Moi, je suis content. C'est genre, en vrai, je m'organise comme je veux, l'emploi du temps. Même une journée, sans que tu me payes, ça me dérange pas, quoi. Et je suis allé l'aider. Et là, j'ai vu
les chantiers, j'ai vu combien ils facturaient, j'ai vu. En vrai, ça rapporte. Il y avait encore plus d'argent dans Ouais, le ça paysage. rapporte. Et puis en plus, c'est cool. Genre, j'étais trop content. Genre, j'étais dehors, je fais un truc physique. Le soir, quand tu te couches, t'es vraiment fatigué pour quelque chose, quoi. C'est pas juste derrière un ordinateur. Et du coup, c'est comme ça m'a donné l'idée. Si lui, un peu, il m'a poussé après, il m'a dit, vas-y, bah, tu pourrais te mettre à ton compte. Je dis, ah ouais, non, mais moi, je savais pas comment faire, quoi. C'était quoi tes craintes? Peur d'être pas légitime, pas savoir chiffrer. Parce que t'avais pas réellement d'expérience. Ouais, même le statut. Je me suis quoi comme statut? Est-ce que je peux, s'il faut un diplôme, ouais, comment chiffrer, le matériel, un peu tout ça, quoi. Moi, t'avais aucune information. Ouais, complètement. Bah, je suis pas du métier, donc je savais même pas que tu pouvais te lancer comme ça, sans expérience, sans diplôme, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, let's go, j'y vais quand même, malgré tout? Comment t'as mis de. Parce qu'il y a beaucoup. Bah, il y avait lui, mais en gros, je me disais, en vrai, il pourrait m'aider ou me conseiller. Il m'a un peu conseillé. Et après, j'ai mon expérience, entre guillemets, des business en ligne. Donc voilà, c'est pas la première fois que je crée une entreprise. Donc je me dis, allez, au pire, ça me coûte rien, quoi. Je peux commencer avec peu de matériel, j'ai commencé avec très peu de budget. Et on teste. Et au pire, si ça marche pas, tant pis. T'avais quel âge à ce moment-là? 21 et demi ou 22 ans. 22 ans, ouais. C'était il y a 2 ans, c'est ça? Tu t'es lancé il y a 2 ans. En gros, c'était 2022, je crois. J'ai commencé à être avec lui, genre mi-2022. Et j'ai commencé à vouloir créer ma boîte fin 2022. Et l'activité a commencé vraiment, je crois, début 2023. Ok, bah parle-nous des débuts. Comment t'as trouvé tes premiers clients? Tu proposais quoi comme type de service? Dis-nous. Au début, c'est avec le réseau. En vrai, j'en ai pas mal parlé autour de moi. Les premiers clients, c'était les voisins. C'est mes propriétaires qui en ont parlé à des voisins. Et du coup, ils ont dit, ouais, est-ce que tu peux. Pour combien tu prendrais pour faire ça, ça, ça? J'aurais dû faire un devis. C'était quoi? T'as commencé par quel type de service? En vrai, c'était tout simple en plus. C'était évacuer des déchets. Ils avaient un gros tas. Ils avaient la flemme d'aller à la déchetterie, évacuer. Il y avait enlevé un arbuste, des petits arbustes, ils voulaient les déraciner. Donc j'étais à la pioche et puis j'ai enlevé. Je fais propre. Un peu taille un laurier parce qu'il avait 15 ans, pas été taillé. Genre un peu nettoyé. Voilà, c'était vraiment pas rien de fou, quoi. Rapidement après, t'étais lancé? T'as trouvé ses premiers clients? Ah bah oui, c'était même là dès le début en fait. Dès que j'ai commencé à en parler. Dès les premiers jours. Je sais même plus. Après, parce qu'il y a eu un délai entre le moment où l'idée, je vais me lancer, créer l'entreprise. Je crois que j'avais même pas encore le statut quand j'ai commencé à faire ça. Ok, t'as pas commencé au black, t'as quand même fait les choses dans l'ordre et t'as créé ta boîte avant. Bah, le voisin, ça a arrangé avec le voisin. Mais pour le reste, ouais, c'est déclaré. Ok. De tout, de toute façon, tout. Ok, ça marche. Et du coup, tu facturais, t'as pris tes premières centaines d'euros, c'est ça? Ouais, avec tes voisins? Ouais, c'était pas très cher non plus. Puis c'était les premiers, j'avais envie de. Je faisais un peu l'erreur débutant, t'as envie d'avoir tes devis qui soient acceptés, donc c'était pas cher, quoi. Et en plus, c'était les voisins, donc j'avais envie de faire un prix. Voilà, c'était plus pour tester. Je me rappelle, j'avais ma Mégane, j'avais installé un attelage, petite remorque, j'avais pas non plus du matériel de fou, donc j'avais pas pris très cher, quoi. Ok. Et du coup, comment t'as réussi à implémenter tout ce que t'as appris dans le business en ligne dans cette nouvelle activité? Bon, moi, j'ai la réponse, mais c'est vraiment pour l'audience. Au niveau de l'acquisition client, en vrai, ce qui m'a aidé, c'est déjà l'organisation, avoir un CRM, gérer ses clients. Et surtout, c'est quoi? Oh là, attention, qu'est-ce que c'est qu'un CRM? Genre un CRM, je sais même pas comment ça veut dire quoi en anglais, mais en gros, c'est un logiciel qui permet de gérer un outil de gestion prospect et client. Donc toute l'organisation et surtout le marketing digital, genre publicité Facebook. Moi, dès que j'ai fait la publicité Facebook, genre ça a cartonné. En plus, t'es le seul en tant que paysagiste, personne n'en fait. Tu peux expliquer à l'audience ce que c'est la publicité, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que par exemple, c'est faire des pubs. Non, mais parce que toi, t'es dans ton délire, tu vois. Oui. Donc j'essaie d'orienter, tu vois. Non, t'inquiète. C'est quoi la publicité? Tu sais que ça, on coupera même pas en plus. Mais non, pas de si. C'est quoi la publicité Facebook? En gros, sur Facebook, tu peux donner de l'argent à Facebook pour qu'ils mettent en avant tes publications. Genre en ciblant une audience précise. Donc, par exemple, tu as des critères, tu peux dire booste un peu ma publication dans un rayon de 5 km autour de chez moi. Tu mets ton adresse, tu mets un rayon autour de chez toi. Tu peux même mettre les communes sur lesquelles tu veux cibler. Tu mets des critères. Moi, c'était en gros 25 ans jusqu'à 60 plus. Et genre, j'ai fait une publication, je donne l'argent à Facebook et lui, il va la montrer à ces personnes-là. Ok, tous les jours, tu donnes. Plus tu mets d'argent, plus il va la montrer à de personnes. Moins tu mets d'argent, moins il la montre. Okay. Et donc moi j'ai fait ça parce que je connaissais d'avant la publicité Facebook. Et en vrai ça a super bien marché parce que j'étais le seul à faire ça. J'avais un peu les codes, quoi. Je savais comment capter l'attention, comment je pouvais me vendre. Et donc tout de suite ça a marché. Et puis comme t'es le seul, forcément paysagiste, c'est une industrie ultra vieillotte, quoi. Personne. Ouais, mais il y a énormément de besoins en fait. Il y a plein de particuliers qui en ont besoin. Et tes concurrents ne faisaient pas ça. Ouais, c'est ça. Puis je me démarquais. Genre, ils voient un paysagiste. C'est pas une publicité genre une grosse marque. Si t'as l'habitude, tu vois le panneau, je sais pas, le micro. Genre, tu vois. C'est des marques, c'est des images. Là, t'as une vidéo. Le gars, il dit, il montre, je sais pas, il parle du village d'à côté. Les gens ils disent, mais c'est qui lui? Il s'arrête, il regarde. Déjà, c'est hyper satisfaisant à regarder. Et puis en plus, voilà, ça les intéresse. Tu marques crédit d'impôt, ils peuvent avoir moins 50%. Après, des demandes de devis. T'as un bouton en gros, ils cliquent dessus pour obtenir une demande de devis. Et moi, je les recontacte. Et je crois que j'avais mis. Au début, je crois que j'étais à 10 euros par jour, mais c'était rapide. Genre, ça me coûtait 3 euros, 4, 5 euros maximum une demande de devis. Quoi. 5 euros pour une demande de devis. Et derrière, c'est des devis qui sont entre 200 jusqu'à 2000 euros. Alors, au début, je n'étais pas à 2000 euros, mais
t'as des devis qui peuvent être à ce prix-là. Après, il faut bien expliquer à l'audience que tu sais pas passer des devis, absolument toutes les demandes de devis. Tu Oui, signais c'est pas forcément, une voilà. demande de C'était devis, un c'est de pourcentage l'argent. des demandes de devis. Ouais. Bah, au début, en plus, j'avais pratiquement 100% de mes devis qui étaient acceptés. Ah ouais. Bah oui, parce que j'étais pas assez cher. Oui. Bah, Ah oui. je faisais en sorte de. J'avais peur, je voulais, bah, voilà, j'ai envie de travailler. Quoi. Donc forcément, tous les devis, je faisais en sorte, voilà, j'étais pas trop élevé. Bon, j'étais pas non plus à 15 € de l'heure, je sais même plus, mais je crois que je vais être à 35 € de l'heure déjà à l'époque. Et mais après, genre, j'ai dû faire juste 2 chantiers en facturant à l'heure, et après, j'étais direct au forfait. Ok. T'as parlé d'un sujet intéressant qui était du crédit d'impôt. Je pense que tu peux expliquer à l'audience vraiment qu'est-ce que c'est concrètement, comment ça fonctionne. Après, on reviendra un petit peu sur la partie acquisition de chantier. Je pense que ça intéresse beaucoup. Mais du coup, le crédit d'impôt, qu'est-ce que c'est ? Le crédit d'impôt, qu'est-ce que c'est ? Bah, d'où son nom, c'est un crédit sur l'impôt que tu payes, l'impôt sur le revenu. Et donc, chaque foyer fiscal en France a le droit à une enveloppe de 5 000 €. Alors, 5 000 € de factures payées, donc 2 500 € de crédit d'impôt. Donc, tu as le crédit d'impôt classique, par exemple, tu es une famille, tu payes, je sais pas, 1 000 € d'impôt sur le revenu. Et bah, tu peux. Pourquoi tu veux regarder comme ça ? L'explication, elle est nulle. Elle est nulle. Donne-nous déjà un exemple concret. Genre, Oui, qu'est-ce que c'est ? toi, je sais Et si après... tu veux que je dise, ok, tu payes une facture de 1 000 €, le client il paye que 500 €. Voilà. Mais ça, c'est l'avance immédiate. Non, Bon. 2 000 € il paye que 1 000 € d'ailleurs. Ouais, Voilà. j'ai dit quoi ? Bref, T'as dit tu payes 100%. 50%. C'est ça, de la facture. Tu payes avec l'avance immédiate. C'est Le crédit ça. d'impôt classique, tu payes 1 000 € et c'est que après tu touches 50%. Ok, je te la refais. Est-ce que Loris Leloup, tu peux nous expliquer qu'est-ce que le crédit d'impôt avec avance immédiate ? Ok, bon, Voilà. en gros, si ton client, tu fais une facture de 1 000 €, Hmm. il va payer que 500 €. Les Ok. autres 500 €, c'est l'URSSAF qui les paye. Ok. Et même les personnes qui payent pas d'impôt. Il t'envoie un virement l'URSSAF. Ouais, un virement de la totalité. En fait, il prélève sur le compte du Ah, ok, client d'accord. et il fait un virement de la totalité. Donc, il compense les autres 50% que le Et client. le virement, tu le reçois sous combien de temps ? C'est sous 10 jours ouvrés, on va dire. Ok, Après, d'accord. quand tu passes par une Après, le coopérative, c'est la coopérative qui reçoit les sous et qui me font le virement. Mais bref, c'est un détail. Ok, intéressant. Et pour revenir un petit peu à l'acquisition client, bon, toi tu viens du SEO, du référencement naturel sur Google. Est-ce que ça a pu aussi t'aider dans le développement de ton activité de paysagiste indépendant ? Oui, après pas au début, parce qu'au début, j'ai pas tout de suite fait le site web. Mais ça m'a aidé sur la fiche Google. Je connaissais un peu le référencement local, donc si ça m'a aidé. En vrai, dès le début, j'ai fait une fiche Google et ça me rapportait des devis tous les mois sans payer. Là, pour le coup, c'était gratuit et ça marchait bien, donc ça m'a aidé. Ouais. Ok. Et si quelqu'un il se lance là en tant que total débutant, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour trouver des clients assez rapidement ? Bah, en vrai, comme moi, parce que au début, tu peux utiliser ton réseau, quoi. Tu contactes tout le monde, tu dis bah, là, je me lance. Puis les gens, ils ont envie de t'aider, quoi. Bah, pas t'aider, mais en mode, s'ils ont besoin, ils font appel à toi, ou s'ils connaissent quelqu'un qui a un besoin. Et bah, si tu leur as dit au préalable, ils vont dire ah bah moi je connais, j'ai mon voisin, j'ai mon ami, j'ai mon frère qui vient de se lancer, si tu veux, je te donne son numéro et c'est comme ça après tu auras des devis faciles. Même t'en parles avec ta boulangerie, tu vois, chez le coiffeur, tu vois, chez le médecin, t'en parles. Eux ils voient plein de monde en fait. Bien sûr. Donc toutes les personnes que tu connais qui sont en contact de particuliers qui ont une maison, un jardin, bah faut leur en parler. Et, après t'as même des stratégies, tu peux leur demander, tu peux leur dire t'échanges un pourcentage, bref, t'as plein de stratégies. Bien sûr. Bon ça c'est pour trouver ses premiers clients. Ouais, t'as le réseau, du coup après, ça c'est gratuit. Après t'as la pub Facebook, franchement. Oui, pub Facebook c'est plus Facebook, puissant. Moi, dès que j'ai lancé la pub Facebook, en une semaine, mon agenda était rempli. Bah, la première semaine, je me suis déplacé pour faire des devis, donc j'allais visiter le jardin. Mais là, dès la semaine d'après, forcément, comme tous mes devis étaient acceptés, bah, dès la deuxième semaine, ma semaine a été remplie. Quoi. Ok. Du coup, au début, tu facturais pas très cher, c'est pour ça que tu faisais passer tous tes devis. Après, maintenant, au jour d'aujourd'hui... pas très cher, j'étais un peu au même prix que certains paysagistes encore. Mais aujourd'hui, tu es bien plus cher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réactions sur Instagram. Beaucoup de personnes disent que tu es un menteur parce que tu factures des. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu factures ? Parce qu'il y a différentes méthodologies de facturation. Et que revenu à l'heure, c'est totalement aberrant. C'est normal, après sur Instagram, ça fasse réagir parce que je parle de taux horaire, mais en fait, je ne pas. Des fois, je suis au taux horaire, j'annonce et je suis à 150 € de l'heure, par exemple. Comment tu factures, enfin, tu proposes un prix après avoir vu un jardin ? Concrètement, comment je facture un prix ? Oui, c'est ça. Comment tu définis un prix, quoi ? Tu as plusieurs méthodes de chiffrage. Après, ça se fait beaucoup avec l'expérience. Mais tu as deux façons de faire. C'est soit tu appliques un taux horaire. En gros, tu estimes combien de temps tu vas y passer. Tu connais ton taux horaire. Moi, je suis à 80 € de l'heure. J'estime il y a pendant 4 heures. Bah, je fais 4 x 80. Mais après, sur le devis, tu factures au forfait. En gros, tu lui dis pas je suis à 80 € de l'heure. Tu lui dis voilà, là pour la taille de haie, il y en a pour 300 €. Parce que moi, j'en ai déduit avant que j'allais passer 4 heures. Je suis à 80 € de l'heure. Après, si tu te loupes, c'est pour ta pomme. Quoi. Si au final, tu as passé 8 heures, lui, il paye toujours que les 400 €. Quoi. Ok. Donc ça c'est une méthode. Après il y en a qui facturent à l'heure, ils se disent bah voilà, je suis 30 € l'heure, 35 € l'heure, et puis ils facturent au temps passé. Mais ça c'est pas un truc que je recommande. Quoi. Ok. Donc le plus intéressant c'est de facturer au forfait, c'est ça ? Ouais. Ok, ouais, ça marche. Parce que sinon ça t'incite pas à travailler efficacement, à être rapide. T'as le client qui est toujours derrière toi. Si tu te trompes, bah, c'est lui qui se fait avoir ou c'est toi qui se fait avoir. Donc Ok. Et comment t'expliques qu'aujourd'hui t'es bien plus cher que tes concurrents sur le secteur de Pau, mais pourtant tout le monde a envie de bosser avec toi, quoi. Et que même là, tu as commencé à déléguer. Non, tout le monde veut bosser avec toi.
Enfin, les personnes qui bossent avec toi, ils veulent vraiment bosser uniquement avec toi. Je pense que même tu as plein d'anecdotes par rapport à ça et qui veulent pas aller se tourner vers d'autres paysagistes. Donc comment t'expliques ce phénomène? Bah déjà par rapport à d'autres paysagistes, moi c'est que j'ai plein de stratégies d'acquisition de clients qui me permettent en gros, même si j'ai que 30% de devis acceptés, en fait je m'en fiche parce que moi je sais que les clients, si j'en veux, genre des demandes de devis, je peux en avoir autant que je veux. Donc c'est ça le secret, c'est qu'il faut beaucoup de demandes. Enfin un des premiers secrets, c'est d'avoir beaucoup de demandes de devis. Ouais, parce que ça te fait pas peur d'avoir plein de refus de devis parce que tu sais que tu vas en avoir. Si t'es un paysagiste, t'as pas de stratégie pour avoir plein de clients. Bah quand tu commences à avoir 1, 2, 3 devis refusés, tu dis bon je suis un peu trop cher, là si je commence comme ça, je bosse pas la semaine prochaine. C'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, mais oui, effectivement le volume de demandes de devis est très important quoi. Bah ouais, tu peux te permettre d'avoir. Et en gros tu fais un tri naturellement avec tes prix des personnes qui sont prêtes qui cherchent pas un prix. Il y en a en fait j'y vais. Je sais qu'il y a 4 autres paysagistes qui vont passer en même temps que moi, ils veulent forcément trouver moins cher. Et moi, j'ai pas envie de travailler pour moins cher, j'ai pas envie de brader mes prix. Et puis je sais que je propose aussi une qualité de travail, genre je suis ponctuel, je suis réactif. Genre, t'as plein de paysagistes, quand tu les appelles, oh bah je passe quand j'ai le temps, dans une semaine. Et quand on te dit, ouais, je vais venir, au final, ah bah désolé, là je peux pas passer, j'ai du retard, je reviens dans une semaine, et tu sais même pas quand est-ce qu'il va passer. Moi, mes clients, je sais qu'en vrai, en moins de 14 jours, je peux intervenir, je leur dis, de toute façon, en fait, je suis en flux tendu, quoi. Et donc, je peux avoir des délais d'intervention très rapides. Je suis ponctuel, genre. Tu sais, quand je dis j'arrive à 14h, j'arrive pas à 14h05, j'arrive à 14h. Et si j'ai du retard, j'envoie un SMS. Genre, plein de trucs pour te différencier des autres. Et les gens, en fait, s'ils veulent, c'est. Le professionnalisme de manière générale. Le professionnalisme, en fait. Et c'est ça qui me différencie des autres, parce qu'il y en a, il y a des clients, en fait, ils veulent quelqu'un de confiance. Ils veulent quelqu'un. Tu vas dans le jardin, je suis pas là, je sais qu'il va être là en temps en heure, il va respecter ce qu'il a dit. C'est ça qu'ils cherchent. Bien sûr, donc premier élément, avoir beaucoup de demandes de devis pour pouvoir faire un tri, etc. Et ok si ça passe pas. Deuxième chose, c'est d'être professionnel. Mais aussi, une des troisièmes choses, je pense, qui est important, mais toi, tu le fais assez naturellement, c'est tes compétences commerciales. C'est que tu crées énormément de liens, il y a énormément d'anecdotes qu'on pourrait raconter par rapport à... Ouais, mais rien que dans mes devis, je me différencie des autres. Déjà, je l'envoie rapidement. Genre, quand je fais la visite du jardin, je leur dis quand est-ce qu'ils vont avoir le devis. C'est pas en mode, je vous le fais quand j'ai le temps. C'est vraiment, là, vendredi, vous aurez votre devis au dernier délai. Donc déjà, les gens, quand je fais la visite du jardin, par rapport à un autre, même s'ils comparent, ah bah l'autre, il est arrivé à l'heure, il a été ponctuel, et en plus, le devis, on l'a eu rapidement. Même s'il est plus cher, bah, au moins, on sait que à long terme, si on veut le garder, bah, il sera toujours... S'il a été sérieux au début, il y a plus de chances qu'il le soit par la suite. Qu'un jardinier n'a pas été sérieux dès le début, bon, tu sais très bien que ça va être une galère par la suite. Ouais, ça c'est vraiment le professionnalisme du coup, ouais. Et comment tu pourrais expliquer aux gens, parce que bon, toi t'as on va dire une appétence commerciale, on va dire naturelle, comment tu pourrais conseiller des gens de vraiment créer un lien avec leurs clients? Après, c'est comme toi, il y a ça aussi, le relationnel. Le relationnel, c'est ça. Ouais, c'est important de prendre du temps de discuter avec les gens, t'es pas là, c'est pas juste des billets quoi, c'est vraiment discuter avec les gens. Ouais, au début je prends le temps, genre après faut réussir à cadrer parce que par exemple des petits vieux des fois ils veulent parler pendant 1 heure, faut réussir à cadrer quoi. Mais je prends toujours du temps quand j'arrive, c'est pas direct bon on va faire le tour du jardin, c'est ça, ouais on a pour 1000 € machin. Non c'est s'intéresser aux gens. Ouais, s'intéresser aux gens, poser la question, ça fait combien de temps vous habitez là, vous êtes propriétaire, vous entendez bien avec les voisins, parle de la pluie, du beau temps, juste prendre du temps. En plus il y a beaucoup de personnes âgées donc il y en a des fois ils recherchent ça, des personnes j'aime qu'on va distinguer d'autres paysagistes parce que par exemple même si je suis plus cher mais ça a matché entre nous deux, genre, tu sais, on a rigolé, fait des blagues, on a discuté. Bah, ils vont vouloir travailler avec le gars, on s'entend bien, que juste celui qui est passé en 2 spi et qui a juste fait un devis, quoi. Parce que majoritairement, ta clientèle, c'est majoritairement des personnes âgées. Oui, t'as une bonne partie, après t'as pas que ça. Ok, ouais. T'as pas que ça. Et d'accord, pour beaucoup, ça compte, ouais. S'intéresser aux gens. Est-ce que t'as d'autres stratégies, mis à part ça, pour créer une relation avec tes clients? Pour créer une relation avec mes clients bah après, ouais, non, il y a le professionnalisme, le relationnel... Je vois pas d'autre chose. Hein. Ok. Je pense qu'il y a une petite anecdote qui me vient à l'esprit là. C'est la femme qui voulait t'acheter une maison. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire qui est juste folle? En fait, c'est une cliente que j'ai eu au tout début quand j'ai lancé mon activité, mais elle était assez loin. En vrai, je mettais 50 minutes de route pour y aller et c'était un contrat à l'année. Donc j'y allais facile tous les 15 jours. Et donc je suis resté avec elle pendant 1 an. Elle était ultra satisfaite de moi. J'avais été contente. Je me rappelle toujours à dire. Ah non, et t'es intervenu combien de fois T'as intervenu combien de fois pendant 1 an? Bah pratiquement tous les 15 jours. Tous les 15 jours 3 semaines. Ou alors, je sais plus, ça dépend pendant le printemps et été, donc un peu plus. Donc j'allais tous les 15 jours, 3 semaines, mais sinon c'était 1 fois par mois minimum. Mais tu sais quoi dans son jardin? Bah après c'était un grand jardin, t'avais tout à faire. En fait, la tonte, la taille des arbustes, tout. T'avais tout, c'est un grand jardin. Quoi. Mais c'était un gros chantier que t'as mis beaucoup de temps à faire ou t'as intervenu? Non, c'est juste pour l'entretenir régulièrement. Ah ouais, quoi. Ok. Non, c'est pas. Au début, c'est un peu de remise en état parce que ça faisait longtemps, il y avait eu un paysagiste qui était venu avant, donc c'était un peu de remettre
Toi, la haie, ça fait peut-être un an, elle n'avait pas été taillée. Ou je crois qu'il y avait même la famille qui était venue tailler, donc c'était mal fait. Donc, remettre ça au propre. Et après, c'est de l'entretien régulier, quoi, sur toute l'année. Et donc, bref, c'est une cliente que j'ai eue pendant un an. Mais sauf à un moment, moi, je commençais à apprendre de mes erreurs. J'ai fait le tri dans mes clients, ceux qui étaient pas assez chers, ceux qui étaient trop loin. Et elle s'en faisait partie, elle était trop loin. Et je pouvais pas me permettre, quoi. Donc, je lui ai dit, bah voilà, je vais devoir arrêter avec vous parce que vous êtes trop loin. Et quand je lui ai annoncé ça, bah voilà. Elle a dit ok, bon, si vous avez d'autres alternatives, d'autres paysagistes, donc je lui ai donné une liste de paysagistes qui pourraient peut-être intervenir, qui étaient plus proches. Et un mois après, elle m'a rappelé, elle fait Loris, revenez s'il vous plaît. Genre j'arrive pas à trouver un paysagiste ou ça me va pas, ils sont pas sérieux. Et le jardin, là, ça fait un mois, je me suis acheté une petite tondeuse, je peux pas le faire moi-même, là, faut que vous reveniez au moins juste une fois pour le remettre en état. Et donc j'y vais, bah voilà, j'avais créé du lien avec elle et j'ai pas envie de la laisser comme ça, la pauvre. Elle était une personne âgée, elle pouvait pas entretenir tout son jardin tout seul, donc j'y suis retourné une fois. Et quand j'y suis retourné cette fois-ci, là je lui ai expliqué la raison, bah, je lui ai déjà expliqué. Elle m'a dit mais vous êtes sûr vous voulez pas venir? En vrai c'est pas une question. En vrai si c'est une question d'argent, de budget, moi je vous paye le trajet, je vous paye le double. C'est pas une question d'argent. Non mais moi c'est vraiment trop loin. À la rigueur si j'habitais sur la ville à côté de chez vous, en plus j'avais envie d'aller là-bas, mais pour investir dans l'immobilier, mais bon ça faisait que 2 ans, bref que j'étais en activité, pour faire financer avec la banque c'était pas possible. Et du coup je lui dis ça. Ah mais vous voulez habiter sur le rond? Et elle me dit ça. Je dis bah oui. Et elle me dit, ah, bah, si vous voulez, mais si c'est ça, moi je peux vous acheter une maison. Et vraiment, elle était prête à m'acheter une maison. Elle m'avait dit, jusqu'à 150 000, 200 000, en vrai, moi, je peux acheter une maison. Après, je vous la loue. Vous êtes à combien de loyer? Bah, si vous voulez, même loyer, moi je vous la loue, comme ça vous pouvez venir. Bah, tu sais, genre, elle était même sur son terrain, elle avait un poteau électrique. Elle me dit, ah ouais, c'est vrai que les gars de Def, ils m'avaient dit, un poteau électrique, si je faisais construire sur mon terrain, genre, ils pourraient l'enlever, si vous voulez, même. Tu vois, genre. Elle envisageait ces options-là, quoi. Ouais, comme quoi, finalement, la tarification, c'est une croyance limitante que beaucoup de personnes Ah ouais, c'est ça, fait. il y a beaucoup, c'est ça, en fait, c'est un style de clientèle, bah forcément c'est des personnes aisées, tout le monde, il n'y a pas que ça, mais ces personnes-là, elles sont prêtes, voilà, ce qu'elles cherchent, c'est quelqu'un de confiance, et ils étaient tellement satisfaits de moi que, voilà, elle voulait pas un autre, quoi. Bah, elle n'arrivait même pas à trouver un autre, et donc c'est pour ça qu'elle a proposé ça. Et qu'est-ce que tu pourrais répondre à toutes les personnes qui te disent oui, mais toi tu factures cher parce que sur Pau, tu as l'occasion de le faire, moi, dans ma région, c'est spécifique, les prix sont... Mais ça, c'est des excuses. C'est des excuses. Genre, dans toutes les régions, tu peux facturer cher. Quand tu proposes de cette manière-là, après, il y a peut-être des régions où c'est un petit peu moins cher, mais c'est des excuses, ça. C'est des croyances limitantes qui... Tu peux pas facturer plus de 30 €. C'est sûr, ouais, il y a un type de client, bah, c'est sûr, ouais, tu es limité en tant que chef. Parce qu'ils ont l'habitude déjà de travailler avec d'autres paysagistes, ils ont toujours eu du pas cher. C'est pas eux que tu vises, quoi. Bah, si tu veux travailler avec eux, ouais, c'est sûr que tu vas avoir du mal. Mais même moi, par chez moi, en fait, il y en a des clients comme ça. Et c'est ceux qui refusent mes devis parce qu'ils veulent du pas cher. Après, ils s'en fichent, le paysagiste qui n'est pas là en temps et en heure, tout le reste qui est pas professionnel. Ils s'en fichent, ils veulent un prix. Donc, c'est pour ça que tu peux pas avoir mes tarifs pour ces clients-là, quoi. Ok. Je pense qu'on va discuter argent parce que je pense que ça intéresse juste après. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur une notion importante que t'as mis en avant. C'est la notion de récurrence. Tu intervenais tous les 15-20 jours chez cette cliente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de la récurrence au sein de cette activité? Ben c'est sûr, en fait, il y a des clients, ils ont besoin que tu entretiennes leur jardin et que tu vas une fois pour tourner la pelouse. En fait, on court pas. Ouais, t'es pas toujours en train de chercher de nouveaux clients parce que, en vrai, celui qui veut faire que des contrats annuels, il te faut quoi, une dizaine de clients, ça te suffit. Ok. Largement. Et en fait, tu vas tous les mois chez eux, t'entretiens, bah, ton emploi du temps il est rempli, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Avec cette activité, c'est bien parce qu'en soi, t'es pas obligé de courir toujours après les clients parce qu'ils font appel à toi parce que la végétation, elle pousse, quoi. Elle repousse. Ouais, bien sûr. Même une taille de haie, ok, tu le fais une fois par an, mais l'année suivante, il y en a plein, bah, du coup, ils me rappellent parce que. Elle a repoussé et ils étaient satisfaits. Est-ce qu'on vous revenez? Ou même des fois, ça arrive même, quand je taille la haie, ils me disent bon, on programme déjà pour l'année suivante, comme ça évite d'y repenser. Donc, c'est un gros avantage. D'où l'importance d'avoir un CRM, étant donné qu'on a un suivi. Mais ouais, c'est ça, avec mon CRM, c'est automatique. Moi, je relance au bout d'un an tous mes clients. Je suis venu chez vous l'année dernière, est-ce que vous avez encore besoin? Vous en êtes où? Juste pour prendre des nouvelles. Et des fois, ils disent ah oui, c'est vrai. Et c'est comme ça, après, t'as des chantiers, ça te coûte rien d'envoyer un mail. T'as plein de petits trucs comme ça d'organisation pour avoir des chantiers. Ok, trop bien. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet, parlons argent. T'as fait toute une vidéo YouTube, d'ailleurs j'incite l'audience à aller la regarder, sur la différence entre par exemple les différents statuts juridiques et le fait de se lancer en tant que salarié ou à son compte. On va juste rapidement rediscuter de tout ça. En salarié, les personnes qui souhaitent se reconvertir en salarié, déjà en salarié, on peut gagner combien par mois grâce à ce métier? Mais salarié, c'est entre 1005 et 2200 globalement. Et 2200, c'est quand tu as un diplôme et ça fait plusieurs années que tu es dans la boîte et tu deviens chef d'équipe, tu gères des gars en dessous de toi. Si tu arrives à trouver déjà une boîte qui t'accepte sans diplôme,
t'es aux alentours de 1005 jusqu'à 1006, 1007, ça va dépendre des boîtes. Après, À temps plein en plus. À temps plein, ouais. Ok. Et ouais, c'était un diplôme, c'est ça, c'est entre 1006 et 1008, quoi. Ok. Donc, Et toi, du coup, dans ton activité d'entrepreneur, tu gagnes combien? bah après, je l'ai dit ça dans la vidéo. Hein. Mm. En gros, générer de chiffre d'affaires, c'est entre, on va dire, 5000 et 15 000. Parce que, en plus, j'explique dans la vidéo, c'est pareil, ça. Que ça dépend des mois. Moi, je travaillais pas tout le temps. Des fois, je partais en vacances, tout ça. Ouais, genre, bien sûr, ouais. je faisais que 2-3 chantiers par semaine. Comme voilà, j'ai des tarifs qui me permettaient de bien en vivre, j'ai pas besoin de travailler non plus H24 tous les jours. Donc, c'est pour ça la variance chiffre d'affaires. Et sur 5000 à 15 000, après, j'avais pris la moyenne de 8500. Ça dépend de ton statut, mais moi, en URL, il me restait à la fin tout déduit. Je pouvais me verser. Bon, en gros, si tu te verses un salaire, moi je me versais 2000, mais maximum, je pouvais me verser jusqu'à 4005 de salaire. D'accord, ok. Et après, si tu es à 15 000, je pouvais me verser jusqu'à 5000, 6000, mais c'est débile. Tu payes tellement en cotisation sociale. Après, faut être intelligent, quoi. Faut garder des bénéfices, faut les réinvestir. Quoi. Parce que toi, tu étais en URL, mais c'est pas forcément ce qu'on va conseiller aux gens qui souhaitent se lancer. Pour lancer, c'est mieux d'être en entreprise individuelle, au régime micro, c'est simplifié. Genre, t'as pas besoin d'avoir un comptable. Et là, tu payes. Tu peux nous la refaire un peu plus, un peu moins rapide, parce que c'est quand même un Le sujet. mieux, c'est une entreprise individuelle, pas une auto-entreprise, parce que l'auto-entreprise n'est pas reconnue à la MSA. Parce que quand on est paysagiste, on est à la MSA, on n'est pas à l'URSSAF. Et la MSA ne reconnaît pas l'auto-entreprise. Il faut faire une entreprise individuelle. C'est comme une auto-entreprise, mais sauf que c'est pas pareil. C'est la France, quoi. C'est légèrement différent. Et en gros, tu choisis ton régime fiscal. Et régime fiscal, c'est le micro-BIC que faut choisir parce que c'est le truc simplifié. Donc vraiment, tu n'as pas de gestion de comptable. Et tu es plafonné à 77 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires à l'année. Ça, et c'est simplifié. Et en vrai, pour te lancer, je pense que c'est le mieux, quoi. Et donc, voilà. Et c'était quoi ta question? Et par exemple, si on décide de se lancer seul, sans jamais recruter, en tant que vraiment indépendant, tu penses qu'en France, on peut arriver jusqu'à quel type de rémunération? Bah, j'avais fait le calcul, en vrai, si tu veux rester au micro-BIC, tu es limité à 77 000, ça fait 6 400 euros de chiffre d'affaires par mois, et une fois que tu déduis tout, tu pouvais te verser, je crois, c'est 3 200 avant impôt sur revenu, impôt revenu déduit, après ça dépend. 3 200 euros net par mois. Ouais. Ok. Ouais. Pour combien de jours de travail dans la semaine? Bah, 6 400, j'avais fait la moyenne, en gros, c'est 13 chantiers à 500 euros de moyenne. Donc 13 chantiers, c'est environ 3 chantiers par semaine. 13 chantiers, ok. 3-4 chantiers, ça dépend. Si tu as une moyenne de devis un peu moins élevée, c'est un peu plus. Mais bon, voilà, c'est 3-4 chantiers par semaine. 500 euros, moi, mes prix, 500 euros, un devis, un chantier, c'est une demi-journée de travail. En moyenne, c'est plus 1000 euros la journée, quoi. Donc sous le régime de micro-entreprise, aller chercher... Enfin, le micro-BIC, oui. C'est vrai que c'est tellement un sujet complexe. 3200 euros. Et en société, tu penses jusqu'à où on peut aller En société, après, t'es pas limité. Après, si t'es limité, si tu travailles tout seul. Si tu travailles du lundi au samedi. Ouais, quelqu'un qui est ultra déter. Mais ouais, ultra déter, tu peux faire du 20 000 euros chiffre d'affaires. Mais là, c'est vraiment tout. Et 20 000 euros, il te resterait combien dans ta poche? Pas grand-chose. J'en ai aucune idée. Ça dépend de ton statut. Ah bah non, au régime réel. Après, ça dépend de ton statut. Si t'es en SAS, tu payes plus, mais bref. Je sais pas, tu peux te verser, si t'as 20 000, tu peux te verser 7 000 aussi, 7 000. Incroyable. Mais c'est pas le but, jamais, t'es bête si tu fais ça, quoi. C'est pas du tout optimal. D'ailleurs, Loris, qu'est-ce que tu penses de l'imposition en France? Oh là là, me lance pas là-dessus. Non, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Oh purée. Ah, je connaissais pas. C'est-à-dire mais quoi tu passes en société? Au début, toi, j'ai toujours été auto-entrepreneur, donc voilà, c'est simple, tu déclares ton chiffre d'affaires, c'est 22%, bon, c'est déjà pas mal, mais ça va. Donc sur 100 euros, tu reverses 22 euros à l'État. Mais déjà, tu passes à la TVA, il y a 20% qui sautent. Déjà, on va penser, bon allez, tout le monde c'est pareil. Mais après, juste le détail, genre tu payes tes cotisations sociales sur ton salaire. Tu payes le double, enfin pas le double, mais tu te verses 1000, tu payes 500 euros de cotisations sociales. Et ensuite, sur le bénéfice, si tu restes sur ta société, c'est même pas, tu le laisses dans ta société, tu payes 10% jusqu'à 30 000 et 25%. Bon, bref, c'est un truc comme ça. Et puis après, tu repayes l'impôt sur revenu. Et en plus de la payer ta TVA sur tout tes. Bref, c'est abusé, quoi. Mais bon, de toute façon, t'as pas le choix, quoi. Ah bah oui, t'as pas le choix. Après, il y a des trucs pour optimiser, t'as plein d'optimisations en mode. T'as des petits trucs, mais tu vas pas non plus. Dès que tu veux de toute façon sortir du bénéfice de ta société, t'as pas le choix d'y passer, quoi. Mais bon, tu gagnes toujours plus qu'en étant salarié. Bien sûr. C'est sûr, il y en a plein, j'imagine. De faire ces 3 000, ça reste quand même très bien. C'est frustrant quand tu dis tu génères 7 000, 10 000 euros par mois, il te reste que ça. C'est le jeu, mais bon, ça reste quand même correct, quoi. Mais t'enlèves beaucoup, ouais. Ok. Tu parlais de chantier à 500 euros, très chantier à 500 euros. Du coup, déjà, pour recontextualiser, toi, au sein de ton entreprise, qu'est-ce que tu proposes comme service? Que de l'entretien. Que de l'entretien, pas de création. Pas de création. Okay. Donc c'est classique. Taille de haies, débroussaillage, après désherbage, un peu de taille fruitier, l'élagage pas trop, parce que en vrai, j'avais fait une formation d'élagage, d'élagueur. C'est trop dangereux. Franchement. Après, c'est un boulot passionnant. Après, c'est quand même c'est passionnant comme métier. T'es dans les arbres, si tu comprends bien les arbres, tu grimpes, mais c'est physique et je trouve que c'est dangereux. Après, t'apprends plein de
de manière de grimper pour être en sécurité, mais ça reste quand même quelque chose de dangereux. Tu montes dans un arbre avec une tronçonneuse allumée, tu coupes des branches. Bref, après, il y en a plein qui le font, c'est bien comme métier. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas besoin de ça pour vivre, j'ai pas besoin de proposer un service d'élagage en plus. Donc voilà, que l'entretien. Ok. Et donc toi, t'es arrivé à une moyenne de chantier à 500 €. Mais de manière générale, c'est quoi les chantiers les moins chers jusqu'au plus cher que t'as pu faire? Bah après, moins cher, tu peux travailler pour 20 € en chantier, j'en sais rien. Mais toi, par exemple, toi, tu fais pas de chantier moi, avant. de toute façon, je me suis mis une règle, en fait, je faisais pas de chantier en dessous de 150 €. Okay. Ça, c'est tout plein d'erreurs que j'ai appris avec le temps. Et du coup, un chantier, même un petit truc qui me demande désherber, c'est 150 €. Okay. Donc en gros, ils refusent, quoi. En gros, je travaille pas pour eux, quoi. Okay. Parce que c'était pas rentable. J'avais calculé, j'avais pour pratiquement 80% de mes chantiers, ça représentait 20% de mon chiffre d'affaires. Il y avait que 20% de mes chantiers qui représentaient 80% de mon chiffre d'affaires. Donc en gros, c'est tous les petits chantiers à moins de 150 €. C'est ça que j'avais remarqué. Donc après, j'ai mis cette règle-là, pas moins de 150 €. Donc après, tu fais que du chantier ponctuel. Et c'est pour ça que j'ai une moyenne de 500 €. En gros, ça va de 200 € jusqu'à. Bah, le plus gros, c'était un gros chantier. Là. Je crois que j'ai fait 15 000 €, 13 000 €. 13 000 € Celui-là où tu mangeais tous les midis avec eux. Ouais, pendant 15 jours. Raconte tout ça, ouais. Bah, en gros, c'était un chantier de personnes âgées qui ont racheté une maison qui n'avait pas été entretenue. Comment t'as trouvé ce chantier? Pub Facebook. Pub Facebook, ah ouais. Ouais, ils m'ont contacté et ils m'ont dit bah là, on achète une maison. Faudrait qu'on aille voir le terrain, mais il y a tout à refaire. Ça fait 8 ans, il n'a pas été entretenu, mais il y avait des chiens, mais l'abandon dedans, genre la végétation, ça poussait de partout. Tu pouvais même plus faire le tour du terrain. Genre, je me rappelle, j'avais réussi à faire le tour, mais sans eux, parce que j'allais dans les ronces, tout ça, pour les voir, parce que pour chiffrer au mieux, pour pas avoir des surprises. Et donc, ouais, là, je suis resté 15 jours vraiment de travail non-stop sur place. Et avec énormément d'évacuation de déchets, rabattre une haie qui est à 6 mètres, la redescendre à 3 mètres, plein de trucs. Et ouais, 15 000 €, c'était le plus gros. Là, c'est vraiment le plus gros que j'ai fait. Et après, ouais, ça va entre 200 jusqu'à. Pour des chantiers ponctuels, vraiment classiques de jardin, c'est jusqu'à 3 000. C'est plus la taille de haie souvent qui va chiffrer cher quand la longueur, elle est haute, du rabattage, choses comme ça. Mais c'est pour ça, je crois une moyenne, ouais, la moyenne c'est 500 €. Okay. Même si on a très peu à 500, c'est plus, soit tu as des petits 200, 300 avec de la tonte, et après tu as des tailles de haie à 1000, 1002, tout ça, et ça te fait une moyenne de 500. Ok, intéressant. Quand t'es arrivé sur ce chantier-là, ça t'a pas fait peur? Tu t'es pas dit... Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui doutent de leurs compétences, ils ont pas d'expérience. Toi, finalement, tu n'as aucun diplôme académique, tu t'es lancé sans rien. T'as pas eu peur devant ce chantier? Si, peur. C'est plus... t'as peur de te louper au niveau du chiffrage. Parce que là, c'est plus les gros chantiers. Si tu fais une erreur, là, c'est... c'est des journées de travail peut-être pour rien, quoi. Et au final, j'ai bien chiffré. Franchement, je me suis retrouvé là, parfait. Donc, j'ai pas trop chiffré, j'ai pas peu assez chiffré. Et donc, non, je m'étais pas trompé. Mais si, ça fait peur parce que c'est normal comme tout première fois, quoi. La première fois, j'ai chiffré une taille de haie, ça fait peur. Donc, au début, j'ai fait des erreurs. Ouais, des tailles de haie, au final... j'ai passé beaucoup plus de temps que j'avais prévu. Mais bon, t'apprends vite quand t'as travaillé une journée en plus gratuitement. Tu retiens vite l'erreur et après, tu fais plus cette erreur-là. Okay. Donc là, c'était la première fois. J'ai eu de la chance, on va dire. J'ai réussi à bien chiffrer. Après, je me serais trompé. Pour un prochain devis, un gros devis, j'aurais mieux chiffré, quoi. Et qu'est-ce que tu peux dire aux toutes les personnes qui veulent se lancer mais qui ont peur en mode non, mais j'ai pas d'expérience, un peu syndrome de l'imposteur? Mais de toute façon, t'es obligé de te tromper. Ce que je dis, moi, pour chiffrer, au début, faut pas avoir peur parce que dans tous les cas, t'as trompé. Pas le chiffrage, c'est plutôt dans les compétences. Après, t'as des services, franchement, ça demande tondre, débroussailler, t'as pas besoin de grandes compétences. Après, il faut être honnête avec tes clients. Les premiers chantiers, tu peux le dire aussi, t'es débutant, t'adaptes ton prix aussi. Tu vas pas être à 100 € l'heure dès le début alors que tu connais rien. Donc, tu peux te former largement déjà sur Internet, t'as plein de trucs pour te former, comment tu tailles, je sais pas, des hortensias, t'as plein de vidéos qui t'expliquent. Donc, après, t'es honnête avec tes clients et puis t'apprends sur le tas. Ouais, tailler une haie, la première haie, elle était pas non plus hyper droite. Après, j'avais de l'expérience quand j'étais jeune, j'avais taillé quelques haies. La première fois, j'ai fait une taille de haie, c'était correct. Les clients étaient très contents, quoi. Franchement, je me suis pas loupé. Et si on coupe et que c'est pas très droit, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que je conseille au début, c'est souvent c'est technique, hein, vraiment. Quand taille la haie, c'est pas non plus trop rentrer dedans. Tu vas au fur et à mesure jusqu'à temps de trouver la bonne épaisseur que tu as envie de couper. Et après, tu continues tout droit. Mais tu peux toujours te rattraper, même s'il y a un petit défaut en soi. À moins que tu vas dans du résineux où là, ça repousse pas. Bon, là, faut pas se louper. Mais la plupart des haies, en vrai. Donc ton débroussaillage, aujourd'hui tout le monde peut le faire. Et sur de la haie, même si on veut faire un travail qui est professionnel dès la première haie, on peut faire quelque chose de propre. Oui, tu peux faire quelque chose de propre. C'est sûr, avec l'expérience, tu t'améliores, tu fais des choses beaucoup plus nettes. Mais après, tu adaptes ton prix en fonction de ça aussi, l'expérience. Mais tu apprends très vite. Tu apprends beaucoup plus vite en faisant vraiment de la taille de haie qu'en faisant un diplôme. En BTS, on va pas t'apprendre à tailler une haie droite. Et en plus, toi, même quand tu fais de l'alternance, souvent les grosses boîtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font ramasser les branches, ils te font même pas tailler. Donc c'est même pas comme ça que tu apprends. Vraiment, il faut que tu ailles. Après, tu peux t'entraîner avec dans ta famille, tes amis. Si tu n'as vraiment jamais fait, je vais pas te conseiller d'aller chiffrer un chantier dès le début alors que tu n'as jamais tenu un taille dans tes mains. Tu peux toujours t'entraîner.
même tu vas voir tes voisins, tu leur dis tu refais gratuitement. Si tu as envie vraiment d'apprendre rapidement, tu fais après 2-3 tailles de haies, 2-3 journées, bah déjà tu maîtrises mieux la machine, tu maîtrises mieux et tu peux largement chiffrer par la suite. Bien sûr. Et si tu te rates, tu m'as déjà dit peur. Non mais tu m'as déjà dit qu'il y avait toujours des possibilités si tu te rates. Je pense que tu peux en parler pour rassurer. Ouais, c'est vrai que j'avais même je le conseille ça aux personnes qui débutent pour te rassurer, parce que si tu as peur de te louper, tu as toujours la possibilité, bah, tu vas voir le client, si tu t'es loupé, genre tu as fait un trou, genre ça n'a pas été droit, tu peux pas rattraper. Bah, tu vas voir le client, tu dis, bah là, je suis vraiment désolé, je t'ai pas concentré, mais voilà, il y a un petit trou, ça va repousser, c'est pas catastrophique, mais bon, je suis pas content de moi, genre, bah voilà, c'est pas professionnel, donc tu viens de toi-même, tu lui dis, bah voilà, je vais vous faire une remise sur la facture, je vous lève tant parce que j'ai fait ça. Déjà, le client, bah lui, il va apprécier le fait que tu sois honnête. Pour la plupart, en vrai, c'est pas catastrophique. Il y a même des clients qui me disent, oh, je m'en fiche si c'est pas droit, juste faut la tailler. Genre, il y en a plein, en vrai, c'est même pas hyper important. Il y en a, c'est important que ce soit bien droit, il y en a, c'est pas important, parce qu'il y en a, ils veulent le DS sauvage. Donc, mais bref, ouais, tu peux faire une remise sur la facture si vraiment tu t'es loupé. Voilà, du moment que tu es honnête, de toute façon, les gens, ils le sentent. Si tu es honnête avec les gens, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, trop bien. Mais moi, là, Loris, moi, je me lançais dans le paysage. Là, tu m'as rassuré, j'ai pas besoin d'expérience. Ton débroussaillage, je vais pouvoir le faire. Taille de haie, je monterai une fois chez un de mes amis qui a un pavillon, et puis derrière, je vais sur un chantier. Mais l'équipement, je le trouve où ? Bah, tu as plusieurs options. C'est soit, après, ça je ne recommande plus. Acheter du produit particulier, tu as des tailleuls pas trop cher, tu peux en acheter en vrai, ça peut faire le taf. Donc, acheter, première option, c'est acheter. Ouais, acheter un petit tailleuet ou une petite tondeuse, en vrai, ça peut faire le taf au début. Après, tu as l'autre option de louer, ça c'est pas mal aussi. En vrai, sur ton devis, tu prends un acompte ou soit tu prévois une marge pour louer du matériel. Ah bah oui, louer directement avec l'acompte, bah oui. Avec le montant de la compte, ouais, c'est ça. Et après, tu vas louer, tu as plein d'entreprises, Kiloutou, Loxa, machin, tu as plein d'autres entreprises et tu vas louer un tailleuet et puis voilà, tu n'as pas besoin de se l'acheter. Surtout que les paysagistes ne sont pas accès au prix particulier, ils ont des prix. Ouais, le prix particulier, bon, c'est sûr. Après, c'est l'histoire de quelques chantiers. Ça, c'est pour te lancer. En vrai, il faut trouver des solutions. Donc, c'est peut-être une semaine, 2 semaines. Ok, tu as moins de marge parce que tu loues, mais ça te fait un peu de bénéfice, tu peux réinvestir tout de suite. Okay. Un chantier à 500 €, ok, bah, tu as eu pour 200 € de location. Bah ouais, tu aurais pu avoir plus de marge si tu avais ton matériel. Mais tu as quand même 200, 300 € de bénéfice que tu peux réinvestir. Et avec 300 € tu peux t'acheter une tondeuse. Donc ouais, sans budget, sans matériel. Sans budget, c'est pas non plus, je vais pas mentir, arrête à 0 €, tu vas pas. En vrai, même si, mais en fait, t'as toujours des solutions. Ça dépend à quel point t'as envie de te lancer. Ouais, c'est vrai. Parce que celui qui a vraiment envie de ils ont même réussir. pris des énormes crédits. Ouais, en vrai, t'as toujours des solutions. C'est juste une question de motivation. Comme par exemple, on a un élève, il avait même pas de véhicule et je te laisse raconter un petit peu. Oui, il y en a, t'as pas de véhicule. Il avec sa Mégane, son Scénic, il rabat les sièges, il a des big bags qu'il avait dans son jardin et puis voilà, quoi, Parce que niveau véhicule, c'est quoi les véhicules idéaux pour pouvoir quand même se... Bah, t'as soit, de toute façon, les paysagistes, c'est soit t'as un utilitaire, un camion et plus une remorque, soit t'as un camion ben. Moi, je préfère l'utilitaire plus la remorque, c'est plus pratique, je trouve. Mais bref, ça, c'est une question de préférence. Choix, ouais. Et après, moi, j'ai commencé avec ma voiture, une Mégane. J'ai même installé mon attelage moi-même. J'avais payé 150 € le attelage, je l'ai monté moi-même, donc ça reste correct. Et la remorque, j'avais demandé à mes parents à Noël. Et c'est une petite remorque. D'ailleurs, ils sont dégoûtés parce que je l'ai revendue plus cher qu'il l'a vu. Mais bon, elle m'a duré 2 mois parce que je pouvais pas continuer avec ça, parce qu'elle était trop petite. Alors c'est bien pour te lancer, toi, genre c'est une solution pour démarrer. Mais après, avec mes premiers bénéfices, après j'ai acheté une remorque à 1000 € et c'est celle que j'ai gardée, quoi. Ok. Donc, voilà, ou tu peux louer même. Tu peux louer un utilitaire. T'as le Leclerc, je sais qu'il loue à 20 € la journée, des trucs comme ça. Puis après, c'est au niveau du kilomètre. Ah oui, okay. T'as des solutions, tu loues à la semaine. Cher, et tu loues un gros utilitaire, limite tu mets des déchets dedans. Bah, c'est pas l'idéal. Mais comme je te dis, c'est vraiment les solutions au début pour démarrer, pour te faire des bénéfices. Et après, tu t'achètes tu te professionnalises, t'achètes les choses qui sont adaptées, quoi. Même en louant nos équipements, on peut être très rentable sur nos premiers chantiers. Oui. Ok. Bon, on va mettre un petit peu le sujet du métier de côté, sujet un peu plus perso aussi, parce que je pense que c'est important. C'est que, moi je suis avec toi au quotidien, je sais que tu es quand même passionné de nature, c'est aussi pour ça que tu fais ça, et qu'il y a énormément de personnes qui s'intéressent à nous et à l'EPIF par leur passion aussi pour la nature. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi ta relation avec la nature? Parce que moi je sais que tu vis dans les montagnes, mais... Je suis amoureux de ma nature. Non, tu peux nous expliquer un peu. Non, mais c'est vrai, moi je kiffe bien être dehors, franchement, ça me saoulait d'être derrière l'ordinateur. Donc c'est agréable, déjà t'es tout seul, t'as personne qui te dit quoi faire, t'es dehors dans la nature. La plupart, moi je suis à la campagne, donc t'as beaucoup de jardins, t'es tout seul, quand tu tailles ta haie, y a personne qui vient t'embêter. Donc ouais, moi je kiffe en fait, être dehors. Parce que toi, tu peux dire que tu vis dans les montagnes? Je vis pas dans les montagnes. Si, tu vis dans une cabane dans les campagnes. Non. Non, mais ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien travailler dehors, donc c'est beaucoup plus agréable que d'être dans un bureau, quoi. Et c'est quoi l'objectif là dans ta vie? Bon, je le connais, mais... L'objectif, on dirait, c'est un... Non, mais pour l'idéal, moi, après, je me rachète une ferme. Une ferme? Une ancienne ferme à retaper.
vue sur les Pyrénées, un petit ruisseau, un peu de bois. Mm. Ah, mais j'ai ma vision là, j'aimerais bien ça. Donc ouais, c'est cohérent quoi. C'est pour ça quand j'ai vu cette opportunité, en vrai ça me plaisait. Je dis putain, en plus c'est satisfaisant de travailler dehors, faire ça. C'est genre taille idée, en plus hyper satisfaisant. T'as les clients, ils sont hyper satisfaits. Il y a ça aussi qui est bien dans le métier. Genre les clients quand tu vas chez eux, quand ils ont fini le travail, genre ils sont là, ah super, merci beaucoup d'être venu. Pourtant ils te payent, mais ils sont là, ah, merci, limite ils veulent faire quelque chose en plus. Donc ça c'est gratifiant comme boulot. Genre les gens te remercient quoi. Ok. C'est pas en mode on reconnaît pas ton travail. Ouais, donc des personnes aussi qui ont une passion un petit peu pour la nature et qui sont un petit peu, enfin, dans ouais, leur vie, qui savent pas en tout cas trop. leur jardin, le jardin c'est hyper important quoi. Tu sais, tu rentres du boulot, les gens ils rentrent du boulot, t'as le jardin qui est tondu nickel, t'as la haie, c'est agréable que rentrer. Par exemple, moi, je me rappelle, c'était le jardin était vraiment à l'abandon. Ils avaient des enfants, le gamin il pouvait plus jouer au foot dans le jardin, ils avaient un but, mais il pouvait plus y jouer. Je me rappelle quand j'ai remis tout ça au propre, ils étaient limite, ils avaient les larmes aux yeux. Même le soir, ils m'ont envoyé une photo avec, ils ont fait l'apéro sur la terrasse, t'es trop content, t'es genre, t'es satisfait. Ouais, tu fais juste ton boulot, mais en fait. Même les mauvais jours, finalement, depuis notre pavillon, on voit notre jardin. Ouais. Et c'est comme on le disait, c'est un petit peu l'extension de notre intérieur. T'aimes bien dire ça. Ouais. Donc non, mais c'est important d'en avoir un bien entretenu. Ouais. Ok. Il y a différents sujets qui sont énormément revenus sur Instagram, etc. Du coup, ce serait intéressant de pouvoir les traiter. Mais juste avant, j'aimerais parler d'un point, c'est que, voilà, imaginons que moi, je me suis retrouvé un petit peu par rapport à la suite des événements de ma vie dans un métier qui me plaît pas forcément et que j'ai envie de me lancer en tant que paysagiste. Pourquoi ne pas faire un diplôme académique ? Pourquoi ne pas faire ? Ça dépend ce que tu veux faire. Parce qu'en vrai, t'apprends. Déjà, je le vois, bah, toi, j'ai un sous-traitant maintenant qui fait mes chantiers. Je vois, il sort d'un BTS. Bah, il a tout à apprendre encore. Ok, il connaît les noms latins des plantes, mais c'est tout quoi. Genre, y a plein de trucs qu'il sait pas faire. Genre, on t'apprend pas à créer. Si tu veux être salarié, c'est très bien. Fais un BTS, tu vas trouver plus facilement du boulot que si t'en as pas. Et encore, si t'es motivé, tu peux en trouver sans diplôme. Tu vas passer 1 an, voire 2 ans à faire des. Tu sais, on t'apprend des choses. C'est pas forcément utile. C'est comme toutes les études. Souvent, on dit ah bah là où j'ai plus appris, c'est dans les stages. En vrai, c'est pas forcément la pratique. C'est pour le réseau, machin. Bref. Je trouve que c'est pas. Si tu veux te mettre à ton compte, genre, mais lance-toi quoi. Genre, tu vas beaucoup plus apprendre en 2 mois qu'en faisant 1 an de diplôme. On ne demande pas ton diplôme quand tu vas faire un devis. Genre, juste faut que tu sois professionnel. Ok. Donc, non, Donc pas forcément besoin. Non, pour te mettre à ton compte, non. Tu veux être salarié, oui. Si tu veux. Ok. Mais pas, ouais. Ok, ça marche. Donc, je prends mon petit téléphone. Je pense qu'il y a une première question qui est assez importante, même si finalement, il y a quand même peu de femmes qui s'intéressent à notre activité. Mais qu'est-ce que tu dirais à une femme qui souhaite se lancer dans cette activité ? Bah, qu'elle peut. J'en vois plein en plus. Il y a, à côté de chez moi, il y a des entreprises où c'est 2 femmes. En vrai, ah ouais, même sur les réseaux, t'envoies des Ils font de l'entretien du coup. Ouais, que de l'entretien. Ouais, en plus de l'entretien. Bah, c'est vrai que ça reste un métier quand même physique. Après, il faut. Je sais qu'elles s'adaptent aussi. Il y a certains chantiers où c'est compliqué. Donc, elles vont le dire, mais c'est peut-être 10% des chantiers. Et en vrai, il y en a qui y arrivent tous autres. En vrai, tu peux. Hein. Même en tant qu'homme, tu sais, au début, c'est difficile. Genre, ton corps, il n'est pas habitué. Mais au bout d'une semaine, genre, ton corps, t'y habitues. T'as des outils maintenant, quand même, qui sont assez légers, les outils professionnels. Donc, non, une femme, elle peut tout à fait le faire aussi. Ok, trop bien. Est-ce que, bon, deuxième question qui fait sens aussi avec la première, les personnes qui diront que c'est un métier qui est fatigant, c'est un métier qui est dur, qu'est-ce que tu as envie de leur répondre ? Bah, et c'est un peu vrai, c'est vrai que c'est un métier quand même qui est physique. Ouais. Mais justement, il faut apprendre à chiffrer correctement pour bien gagner ta vie, pour pas devoir, pour pouvoir en vivre, travailler 5 jours sur 7, H24 en étant tout seul. Après, rien ne t'empêche de travailler avec quelqu'un d'autre, t'associer avec une autre personne, être à 2 pour les gros chantiers, les petits chantiers, tu les fais tout seul, t'adapter les horaires. Genre, moi, je faisais pas plus de 3 chantiers par semaine. Mais comment ils font les salariés du coup qui travaillent du lundi ? Enfin, tu sais, les salariés paysagistes. Après, il y a beaucoup de feignants aussi. Hein. Bon, franchement, tu les vois. Travaille pas toute la journée, ouais. Tu sais, quand t'as un patron, ça paye tous les mois, genre, t'as pas besoin d'être efficace. Moi, plus je suis efficace et plus je gagne de l'argent. En fait, j'ai un taux horaire élevé. Plus il est efficace en tant que salarié, tu gagnes pas plus, donc t'es pas motivé. Donc tu les vois, c'est le râteau là, c'est doucement quoi. Donc il faut. Après, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais souvent tu vas moins être efficace quoi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite se lancer mais qui a un job en parallèle ? Qui a un job en parallèle au minimum. Attends, je te la refais, comme ça on pourra shorter. Vas-y. Est-ce que je peux me lancer dans le paysagiste en étant salarié en parallèle ? Tu peux. Après, c'est bien d'avoir un jour le week-end et un jour dans la semaine, un jour de repos. Okay. Mais de toute façon, quand tu es à ton compte, c'est toi qui gères ton emploi du temps. Donc, si tu as envie de mettre un seul chantier, tu mets un seul chantier. En plus, tu as l'outil comme pub Facebook où comme tu aimes bien dire, tu allumes le robinet, tu fermes le robinet quand tu as besoin de vie. Quoi. Et après, tu fixes tes chantiers en fonction de tes jours de repos. Donc, forcément, tu as moins de chantiers dans le mois, mais tu peux les fixer sur tes jours de repos. Et voilà. Et après, quand tu vas voir que tu as un chantier, 2 chantiers, ça te rapporte.
ton boulot d'à côté, tu vas vite l'oublier. Tu sais que derrière, tu peux avoir des chantiers qui arrivent rapidement. En un mois, tu dis, bon, bah, c'est bon, là, je me mets à plein temps parce que la demande, ça suit. Je peux arrêter, quoi. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il va leur falloir plusieurs mois pour faire la transition, pour être sûr qu'il y a du boulot. Mais en vrai, quand tu connais la pub Facebook, genre, tu peux avoir autant de devis que tu veux. Bah, rapidement, en vrai, tu peux te dire, bon, bah, là, mon boulot, ça me saoule, pourquoi je vais travailler alors que je pourrais faire un chantier, quoi. Bien sûr. Ok. Prochaine question. Ça fait plusieurs années que j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai l'impression d'être bloqué. As-tu des conseils? Bloqué, comment ça? Bloqués, ils n'arrivent pas à se lancer. Ah, ils ont peur? Ouais, ils ont peur, et c'est ça. Ils se lancent pas. Ils procrastinent finalement. Bah là, il faut qu'ils prennent un coach mindset, j'en sais rien, genre mettre une claque derrière la tête, réveille-toi, je sais pas. Non, bah si ils ont pas envie de passer à l'action, en vrai, ils se confortent dans leur boulot de salarié. Je peux rien faire pour eux, entre guillemets. Je vais pas les tirer par le pot des fesses pour aller faire un taille 2. Et c'est soit t'as envie, t'es motivé, bon, ton boulot il te saoule tellement que t'as envie de te lancer, bah là, ouais. Mais sortir de l'inertie, déjà, je pense un premier pas, et puis un deuxième. Ça, oui. Les gens, je pense qu'ils ouais, c'est vrai que ils ont une mauvaise vision de l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes sont très biaisées de l'entrepreneuriat. Tout ça. Ouais. Mais c'est vrai, faut juste tester, faut faire un premier pas, genre tu peux limite genre sans faire les statuts tout ça, genre même tu te mets en CESU ou un truc comme ça. Oui. Ou même tu achètes tes voisins. C'est quoi CESU, c'est quoi? CESU, c'est un moyen de financement où c'est le particulier qui paye mais qui paye aussi tes charges sociales et toi tu as que du net en gros. OK. Bon après t'as plusieurs CESU même, c'est compliqué. Mais bref, c'est un moyen facile de te lancer. Mais même tu peux aller chez tes voisins, tes voisins, tu demandes, tu toujours te lancer et tu te rends compte, en fait c'est pas si compliqué. Tu peux proposer tes services à ta famille, choses comme ça, voir si ça te plaît. Après, tu te rends compte de ça, si ça te plaît, tu peux essayer un peu plus. Ok. Prochaine question, c'est une personne qui me dit j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je choisirais le métier de paysagiste indépendant, pour l'activité de paysagiste indépendant? Là, c'est marrant, on nous a posé la question en arrivant. Ah oui, pourquoi quelqu'un qui faisait une vidéo sur l'IA. Bah, déjà, je pense qu'il faut avoir un intérêt à ça naturellement. T'as envie de travailler dehors, au contact de la nature, genre un métier qui est un peu physique, manuel, t'aimes bien travailler avec tes mains. Genre t'as plein d'avantages, je trouve, d'être dehors et de travailler avec tes mains. Après, si t'es pas attiré par ça, c'est sûr, je vais pas te dire c'est le meilleur métier du monde, tout le monde doit faire ça. Il faut avoir un minimum d'intérêt pour se lancer. Je pense que les gens le savent, si c'est quelque chose qui pourrait t'attirer. Et sur ton dernier réel, on en discutait, tu taillais une haie de plus 4 mètres, mais tu me disais que c'était illégal parce qu'il fallait qu'elle fasse 2 mètres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des réglementations d'urbanisme? C'est pas illégal, c'est juste, je crois dans le PLU, les haies doivent pas dépasser plus de 2 mètres. Ok. Mais après, en fonction des mairies, il y en a qui vont être très stricts et ils vont te dire ah non, elle dépasse 2 mètres, mais c'est rare. C'est plus en soi, il faut qu'elle soit entretenue. Si elle dépasse sur la chaussée, là, la mairie peut te dire quelque chose, il faut la tailler, il faut l'enlever, ça dépend. Mais la règle des 2 mètres, je crois que c'est dans le PLU, c'est pas plus de 2 mètres, mais ça dépend des régions. Mais bon, voilà, les communes sont assez flexibles, du moment qu'elle est entretenue, quoi. Et toi qui as fait quand même pas mal de business dans ta vie, tu penses que le crédit d'impôt, ce financement, on va dire par l'État, on va dire le SAF c'est l'État, tu penses que ça aide l'activité? Ah bah largement, oui. Quand tu dis au client, le devis c'est 1 000 €, mais vous avez payé que 500 €, non, c'est vrai. Ça aide un petit peu, oui, en effet. Donc ouais, c'est un gros avantage, c'est un gros atout de proposer le crédit d'impôt à ses clients. Il y en a plein qui pourraient pas se le permettre sans le crédit d'impôt et là quand t'arrives ils payent que 50%, ah ouais bah tout de suite. Et en plus ce que je disais c'est même des personnes qui payent pas d'impôt sur le revenu, ils y ont droit parce que c'est un crédit, donc en gros même si tu payes pas d'impôt, l'URSSAF t'avance cet argent là et voilà quoi, bien sûr. Et j'imagine aussi que la récurrence, ça t'a permis d'avoir une certaine stabilité financière qu'on peut aussi retrouver presque dans le salariat. Forcément, comme tu dis, tu as la réglementation, les gens sont obligés d'entretenir un jardin. Il y en a qui ne sont pas dans la capacité. En fait, il y a énormément de demandes en France parce qu'il y a des gens, personnes âgées qui veulent rester chez eux, tu as des personnes qui n'ont pas envie de le faire. Donc, tu as ça où tu as énormément de demandes, tout à cause des réglementations ou même parce qu'ils ne peuvent pas le faire. En plus, tu as le crédit d'impôt qui t'aide à financer les factures pour les particuliers. Et tu as la récurrence, tu n'as pas besoin de trouver toujours des nouveaux clients. Donc oui, c'est une activité, c'est vrai que tu as beaucoup d'atouts. Ok, ça marche. Bon, là on rentre vraiment sur des questions très techniques dans le domaine du paysage, enfin très techniques, un peu plus techniques. Les personnes il y a beaucoup de questions par rapport aux bâches, sur l'évacuation des déchets, etc. Est-ce que tu peux nous dire grosso modo toi comment tu procèdes sur tes chantiers? Pour évacuer les déchets? Oui. T'as plusieurs écoles, t'as ceux qui utilisent des bâches, il y en a qui utilisent des big bags, il y en a qui utilisent des poubelles. Après il y en a qui utilisent une remorque, d'autres un camion ben. Donc t'as plusieurs solutions. Après c'est une question de préférence perso quoi. Après au niveau des déchetteries, ça dépend aussi des communes, des régions. T'as des déchetteries particulières qui acceptent les professionnels, il y en a qui refusent. Après il faut aller dans des déchetteries professionnelles où là on facture tes déchets au poids. Donc là tu refactures au client.
Donc globalement, c'est comme ça que tu évacues tes déchets, quoi. Tu vas en déchetterie, quoi. Ok. Soit pour particulier si tu acceptes, soit pour en professionnel. Mais Ok. t'en as moins, c'est plus galère, et puis en plus, Parce elles que sont assez vous, chères, vous quoi. connaissez pas les poubelles marrons dans votre contrée de la France. Mais quand tu rabats une haie de 200 mètres, Ah bah oui, 2 ouais, mètres, ta poubelle c'est ça. marron. On prend ceux des voisins. Ah non, mais là, Ils comprendront les c'est- Parisiens. Ah ouais, bah là, tu t'appelles tout le village pour les poubelles marrons, hein, franchement. Ouais, j'avoue. Pareil, question un petit peu technique. Équipement électrique ou thermique? Moi, je suis thermique, mais après, les deux fonctionnent, hein. Maintenant, tu as des gammes de matériel électrique, par exemple Steel ou Penenc, qui marchent très bien, qui sont aussi puissants. Tu as des avantages et des inconvénients dans les deux. Bah, après, le thermique, c'est quand même plus polyvalent, entre guillemets. En gros, la batterie, c'est pas la batterie, du coup, l'autonomie, c'est plus long, c'est plus puissant, mais ça a du bruit, il y a plus d'entretien. L'électrique, tu as l'avantage, c'est ça fait pas de bruit, ça démarre direct, ça reste plus cher. Donc, si tu bosses en ville, ça peut être bien d'être en électrique parce que ça fait moins de bruit. C'est plus léger, t'as pas les gaz d'échappement. Bon, les deux se vaut. En vrai, ça dépend ce que tu recherches. Moi, j'ai pris le thermique au début, mais je pourrais très bien passer en électrique. Surtout, ça coûte plus cher au début. Ok. Donc, c'est plus facile de prendre du thermique. Ok, Après, ok, tu peux ok. faire la transition, tu peux passer thermique électrique, tu peux avoir un peu des deux. Mais voilà. Ok. Pour pouvoir faire bénéficier le crédit d'impôt avec avance immédiate à nos clients, est-ce que je dois faire moi-même le dossier de SAP? Tu as deux options. C'est soit tu passes l'agrément de service à la personne avec le site Nova. C'est une galère. Bon, c'est une galère, non, mais c'est comme tout l'administratif, c'est un peu administratif. Et ça peut mettre du temps avant de l'avoir. Sinon, tu peux passer par une coopérative de service à la personne. Et donc, c'est eux qui ont l'agrément. C'est un intermédiaire. C'est eux qui vont facturer le client, mais après, ils te reversent l'argent. Et donc, c'est plus simple. D'accord, ok. Non, mais je souris parce que j'ai envie de parler d'un sujet, mais je Vas-y. pense que. Non, Ah c'est- oui, la guerre Non, des non. coopératives. Ouais, là, un petit peu. Oui, peut-être que tu peux en parler parce qu'il y a plein de gens, ils sont chez des coopératives, mais Ouais, qui prennent un je fais pourcentage. je fais des appels avec des gens qui prennent un pourcentage. Je pense qu'on peut les écuyer. Oui, c'est vrai. En gros, le système des coopératives, ça fonctionne comment? C'est qu'ils prennent un pourcentage sur ta facture, plutôt entre 4 et jusqu'à 15%. Alors, ils le vendent en mode c'est le client qui paye. Toi, tu fais une facture de 1 000 €, le client il va payer plus 4%. Et c'est la commission que la coopérative prend. Mais bon, ça reste quand même le client qui paye en plus, ça pourrait être dans ta poche, quoi. Ils le vendent comme ça. Et tu as des coopératives maintenant qui vendent juste un abonnement à 49, 50 € par mois. Et ça reste plus intéressant à l'année. Ok. Et donc, il y a une guerre, ils sont un peu détruit le marché quand ils sont arrivés. Forcément, tout le monde va chez eux parce que c'est beaucoup moins cher. Et ils sont tout aussi professionnels. Donc, tu as les anciens qui faisaient des millions, qui étaient contents. Et ils vont me taper dessus. Et du coup, toi, t'es chez quelle coopérative? Ah, pourquoi tu je sais sais pas. que c'est un sujet un peu tendu avec lui. Faut que derrière, ça assume aussi. Moi, Ouais, je peux faire de la promo aussi. Qui propose un partenariat. Pardon. Ouais, très bien. Moi, je peux faire de la promo, mais. Ok, prochaine question. J'ai un chantier de taille de haie prévu pour demain que j'ai facturé 800 €, mais malheureusement, la météo annonce du mauvais temps. Qu'est-ce que je fais? Tu vas chez toi? Ah ouais? Non, mais ça dépend. Moi, au début, j'y allais, quoi. Après, ça dépend. Il y a pluie et pluie. Il y a pluie, la tempête et la petite pluie en averse. Donc, si c'est la petite pluie, on voit des averses, tu commences au bout d'un moment avec l'expérience, tu sais, de la météo, quand il y a la pluie, tu sais savoir s'il y a beaucoup pleuvoir ou pas beaucoup. Au début, j'y allais quand il y avait un peu de pluie, donc ça me dérangeait pas parce que j'avais envie de bosser. Et plus ça allait, et plus ça me saoulait. Plus je pouvais me le permettre, j'avais pas besoin de travailler tous les jours. Donc, dès qu'il pleuvait, j'appelais les clients, je leur expliquais. Après, les clients, ils sont compréhensifs, quoi. Ils savent, il pleut, ils vont dire oui, je comprends, vous savez pas venir alors qu'il pleut. Mais il y en a qui y vont. Quand t'es salarié, t'as pas le choix. Ou sinon, t'as toujours des trucs à faire. Tu peux entretenir ton matériel, tu peux faire l'administratif, la compta. Donc, t'as toujours des choses à faire à côté. Donc, Ok. Merci pour partage. de rien, Samy. Je souhaite me lancer en tant que paysagiste dépendant, mais j'ai peur de me blesser. Ouais, ça, c'est aussi un sujet qui revient beaucoup. T'as peur de te blesser. Oui, après, oui, c'est sûr, c'est un métier physique. Donc, comme tout métier manuel, t'as des risques. En plus, t'as des machines thermiques ou électriques qui peuvent être dangereuses. Mais il faut apprendre à les utiliser. Après, quand tu utilises bien, moi, je veux dire, je me suis jamais. Je vais pas dire j'ai de la chance, mais j'ai toujours fait attention, je me suis jamais blessé. À part une fois aussi, j'ai pas mis de lunettes de sécurité. C'est vrai qu'en taillant une haie, il y a un bout de bois qui arrivait dans l'œil. Bon, au final, c'était une petite hémorragie, mais ça s'est guéri tout seul, j'ai pas eu besoin de trucs. Ah, mais oui, bon, t'as eu du sang dans l'œil? Je pense ouais, que c'était rouge, quoi. Ok. Mais bon, après, tu fais attention. Donc, quand tu portes les EPI, tu fais bien attention. Les EPI? Les EPI, équipement de protection individuelle. Okay. En gros, casque pour les oreilles, lunettes, la visière qui fait des broussaillasges. Ok. Des gants, il y a des gants dans les EPI? Ouais, des gants aussi, mais même des gants anti-coupure, des manchettes anti-coupure, surtout quand tu fais des Ok, lagages. Donc t'as plein d'équipements. Si la tronçonneuse tombe sur le gant, ça la coupe pas? T'as des gants anti-coupure, il me semble. Après, oui.
Surtout les manchettes où tu as de la fibre dedans et donc ça coupe ta chaîne et ouais, c'est important de mettre ça. Ouais, non, mais peut-être qu'on pourrait donner au conseil aussi de pas forcément intervenir après une soirée arrosée, parce que je sais que. Ouais, c'est même pas, je crois que t'as pas le droit de toute façon. Ah ouais? De travailler, bah non, Ok. bourré. Non, mais le lendemain, tu sais, un petit peu gueule de bois, pas être très concentré, Ah ouais, mais c'est ça, ouais, mal dormi la veille, faut être sérieux. faut être concentré. C'est ça, c'est quand même de métiers dangereux. Surtout les les accidents, ils arrivent quand t'as la confiance. Genre, Ouais. t'as l'habitude, tu fais plus attention, t'as ton 2, tu veux vider le bac, elle tourne encore, t'as la lame, tu mets la main, paf. Ou t'as UE, tu fais pas attention. Ouais, faut rester concentré. Ça reste faut pas attendre le jour que t'as un accident pour faire attention après. C'est dès le début, tu fais attention, quoi. Ok, très bien. Alors ça, c'est une question, il y a beaucoup de paysagistes qui ont posé cette question, c'est que leur activité, alors je te la lis, en printemps et en été, je génère pas mal de chiffre d'affaires, mais malheureusement, j'ai du mal à le maintenir sur la période hivernale. As-tu des conseils? Fais de la pub Facebook. Fais-la. Bah c'est vrai qu'il y a une baisse d'activité l'hiver, bah forcément, parce que la végétation elle pousse moins, donc tu as une baisse d'activité, mais bon, quand tu es tout seul, tu peux compenser cette baisse d'activité en mettant en place des stratégies pour avoir plus de demandes de devis. Donc moi, la pub Facebook, je compensais, et en vrai, j'avais même pratiquement plus de boulot l'hiver. Ouais, j'ai plus de boulot l'hiver. Après, tu as d'autres activités, tu as plein d'autres trucs à faire, tu as pas mal de tailles, tu as beaucoup d'élagage, tu peux en mettre souvent, les clients, c'est là où ils t'appellent pour faire des remises au propre, c'est un gros champ ou un truc comme ça, tu as plein de débroussaillage, on va t'appeler ça, pour ça. Donc tu as tout plein de boulot à faire aussi l'hiver, hein, voire autant, voire plus. Donc ça varie, mais faut juste savoir comment trouver des clients. D'accord, ok. Oui. Donc moi j'ai pas eu de baisse d'activité, au contraire, je faisais plus de chiffre d'affaires l'hiver. J'avais plus de gros chantiers. Parce que le printemps, tu vas avoir beaucoup de tonte, la tonte c'est pas les chantiers qui facturent le plus, c'est pas les plus rentables. Ok. Prochaine question, il y a une personne qui s'appelle Florian qui nous demande si il est obligatoire d'avoir un site web lorsqu'on se lance en tant que paysagiste indépendant. Oui. Non, mais non, c'est pas obligatoire. Bah après, c'est un plus, quoi. Ça te professionnalise, quoi. Quand les gens, ils sont tombés sur ta pub Facebook, ils veulent en savoir plus. Quoi nous, on nous demande souvent quand on fait des demandes de devis notre site web. Ouais, ça m'arrive régulièrement. De temps en temps, on va dire. C'est quoi votre site internet pour aller voir qu'est-ce que vous proposez, tu sais, genre. Ça rassure les clients parce que tu as beaucoup d'arnaques aussi, tu as beaucoup de gens qui font ça au black, donc les gens ils ont pas envie de se faire avoir. Donc le fait qu'on te trouve sur internet, un site internet, tu as des avis, tu as des photos d'anciens chantiers, bah forcément ça rassure les clients, ils se disent c'est une vraie entreprise, donc ouais c'est un plus. Après au début est-ce que tu as besoin de ça pour réussir, pas pour réussir, mais pour voir tes premiers chantiers, donc c'est pas obligatoire, c'est un plus. Mais faut pas perdre ton temps au début quand tu lances une activité, il me faut un site, j'ai passé une semaine, non, le plus important c'est de trouver des chantiers et après oui ça va augmenter ton taux de conversion parce que tu as un site et ça rassure. Ok. J'ai encore une personne qui nous dit, bon, c'est un petit peu similaire à la question de la procrastination, mais c'est qu'elle a peur de prendre un risque finalement de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes ces personnes qui ont peur de sortir de leur zone de confort, entre guillemets, comme on dit, pour aller chercher leurs objectifs? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que toi tu pourrais... Moi je pourrais leur dire, je sais ce que je pourrais leur dire parce que je leur dis tout le temps, mais est-ce que toi tu aurais quelque chose à leur dire en particulier? En vrai tu prends pas énormément de risques. Alors c'est sûr, tu fais un crédit 40 000 € pour acheter du matériel, c'est sûr, il y a une façon de faire, de te lancer. Là, toi, moi, avec mon exemple, je me suis lancé, j'ai pas pris trop de risques, j'ai acheté un attelage, j'ai acheté un petit truc par-ci par-là, 500 €. Au pire, tu trouves pas de clients, ça marche pas, bah t'auras essayé, au moins tu pourrais dire t'as essayé. Que si t'essayes même pas, au bout d'un moment, tu vas rester malheureux, entre guillemets, si ton boulot te plaît pas, et t'as envie de te lancer là-dedans et tu passes pas l'action, à un moment... Bien sûr. De toute façon, le risque fait partie dans l'entrepreneuriat d'une certaine manière. Oui, après tu peux comme j'ai dit, tu peux le compenser. On va pas lever 200 000 €, on va pas prendre un crédit de 200 000 € pour créer un restaurant. C'est ça, ouais. Ok, ça marche. Il y a une personne qui nous dit, je suis intéressé par l'EPIF, mais j'ai du mal à comprendre le concept, c'est une école présentielle, en ligne. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de détails par rapport à ça, d'où t'es venue l'idée de créer l'EPIF et qu'est-ce que c'est aujourd'hui que l'EPIF? Comment ça m'est venu? Ça m'est venu. Déjà, en fait, je voulais partager mon quotidien entre guillemets sur Instagram, et c'est vrai que dès mon premier réel, c'est un peu pété dès le début, donc j'ai vu qu'il y a beaucoup d'intérêt. Donc il y a plein de gens qui m'ont posé des questions, comment se lancer, tout ça. Donc au début, je répondais par message, et puis je me dis rapidement, ce serait bien de proposer quelque chose pour accompagner quelques personnes. Et donc c'est avec toi, du coup, au bout de quelques semaines, on avait proposé un accompagnement. Donc on a une vingtaine de personnes qu'on a pris et qu'on a accompagnées. Et avec eux, on a créé entre guillemets, les PIF. On n'est pas ça en tête au début. Je me suis pas dit, je vais faire une école en ligne pour accompagner les personnes. C'est plus il y a de la demande, il y a plein de gens qui veulent se lancer, ils veulent des conseils. Donc au lieu de faire du cas par cas, par message, déjà je vais faire un accompagnement ou un truc, on globalise, et moi mes conseils que je donne, ça soit centralisé pour d'autres, pour 20 personnes, quoi. Et après on a créé ça, du coup, les PIF.
vraiment pour proposer une alternative. Tu as envie de te lancer en tant que paysagiste, tu as envie d'avoir, voilà, c'est pas non plus 6. C'est simple, mais il faut avoir les informations, les bonnes informations. Tu peux te lancer, mais tu peux faire plein d'erreurs comme moi, comme être pas assez cher, pas savoir chiffrer, pas acheter le bon matériel. Donc tu peux te lancer tout seul, mais avoir les bonnes informations, ça t'aide, ça te fait gagner du temps et tu as plus vite des résultats. Donc c'est comme ça, on l'a construit entre guillemets en répondant à toutes les problématiques et en voyant c'est quoi qui bloque le plus, c'est quoi leur plus grosse crainte, qu'est-ce qu'ils ont le plus besoin, et on a créé du coup les PIF. Et donc, pour répondre à ta question, c'est quoi? En fait, c'est une école en ligne, c'est un accompagnement où tu as vraiment une partie en formation, où les compétences entrepreneuriales, comment choisir ton nom, quel statut choisir, comment trouver tes clients, comment choisir ton matériel, et après la partie aussi compétences techniques du jardinier, comment tailler une haie, comment tailler tel type de plante, comment on fait une tonte, comment on fait vraiment plus dans le détail, vraiment, et même les astuces de pro, comment être efficace, comment t'organiser, plein de petits trucs que tu apprends avec le temps. Je connaissais pas au début, mais tu sais, quand tu fais pendant 2 ans, tu optimises un peu tes gestes, tes façons de travailler pour être plus efficace. Et donc ça, tu peux pas l'apprendre, tu peux l'apprendre tout seul, mais ça te met du temps. Si on te le dit dès le début, tu gagnes énormément de temps. Bien sûr, ok. Et donc c'est complètement en ligne, c'est complètement à distance. D'accord. Et tu as des visioconférences, bref, je suis pas rentré dans le détail, mais... bien sûr. De toute façon, si les personnes ils veulent rentrer dans les détails, en savoir plus, ils peuvent candidater sûrement avec le lien qui se retrouvera en description de cette vidéo. Exactement. Ok, très bien. Écoutez, merci en tout cas d'avoir écouté le podcast juste ici, si vous êtes toujours juste ici. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite en particulier, vous avez l'espace commentaire, vous avez aussi nos DM sur Instagram qui sont ouverts. Voilà, l'objectif c'est de vous apporter un maximum de valeur via ce format qui est un peu plus friendly, qui est un peu plus digeste comparé aux grosses vidéos de 20 minutes full valeur de Loris qui sont peut-être un digeste, mais là, on a parlé pendant combien de temps là? Oui, mais bon, c'est mieux d'écouter une conversation que regarder. Ils peuvent cuisiner. Je critique ses vidéos parce qu'il est très fier de ses vidéos. Ils peuvent tourner. Comment ça? Non, mais en tout cas, je vous incite à regarder toutes ces vidéos où il apporte beaucoup de valeur. Ça, mettez en commentaire vraiment les plus grosses problématiques. Et moi, après, je fais des vidéos vraiment spécifiques dessus. Bien sûr. Ok. C'est mieux qu'un réel. Un réel en 1 minute. Puis en plus, je l'ai fait vraiment de manière que ça fasse réagir. Donc. Oui, c'est mieux une vidéo YouTube. Franchement, t'as envie de te former, va plus regarder. T'as un masque un peu sur Instagram, quoi. C'est pas un masque, mais je réponds au code de la plateforme pour faire réagir. Le but, comme ça, j'ai plus de visibilité. Et ceux qui sont vraiment intéressés, après, ils vont sur la chaîne YouTube et là, ils se forment vraiment. Quoi. Ok, ça marche. Merci, Loris Leloup. Merci à toi pour tes questions. À la très prochaine. pertinente, très pertinente. Il n'y a pas de problème. Allez.